Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, en Chine, le prunier est cultivé depuis 3000 ans. On raconte qu'autrefois, au solstice d'hiver, les habitants dessinaient les contours d'une de ces branches délicates, avec 81 pétales. Chaque jour, ils peignaient un de ces pétales en couleur, et quand tous les pétales étaient peints, le printemps était venu. Le 1er octobre 1949, place Tiananmen, du balcon de la porte de la paix céleste, Mao Tse-tung proclame la naissance de la République populaire en encourageant les femmes à donner la vie au plus grand nombre d'enfants possible. On appelait les mamans d'honneur les femmes qui donnaient naissance à plus de 10 enfants. À la mort du grand timonier, la population chinoise avait augmenté de 350 millions d'âmes. Yuming est adolescente lorsqu'en 1979, Pékin instaure la nouvelle politique du contrôle des naissances. Elle pressent que son destin, comme celui de millions de femmes, peut basculer. Elle voit alors fleurir sur les murs de sa ville, Puning, la propagande du parti. Les slogans sont sans ambiguïté. Le planning familial doit servir et être subordonné à la tâche centrale du développement économique. Faites-le sortir en frappant et en l'avortant. Empêchez-le par tous les moyens de naître. Sans la ligature, la maison s'écroule. Sans l'avortement, les bêtes partent. Mieux vaut 10 tombes fraîches qu'un enfant de trop. Yuming va grandir, puis devenir femme, avec ce diktat simple et définitif. Une femme, un enfant. 3 décennies plus tard, le contrôle est toujours là, et la dictature économique commande toujours les comportements. Toutefois, dans certaines villes comme à Shanghai, où le vieillissement de la population et le déséquilibre démographique laissent présager un avenir incertain, les autorités encouragent la naissance d'un second enfant. Mais ailleurs, dans le reste de la Chine, comme dans la province du Guangdong, rien n'a changé. Un couple, un enfant. Oublié de la croissance, Puning, comme tant d'autres villes de province, n'a presque pas changé en 30 ans. Les rues, la vie, la politique sont restées les mêmes. Yuming a aujourd'hui plus de 40 ans et elle n'est plus la même. Assise, le visage fermé et la gorge serrée, elle raconte ce jour où la vie lui a apporté ses fruits amers. Ses souvenirs sont intacts, précis, gravés dans sa chair. Ce jour-là, assise derrière sa fenêtre, elle observe la nature ressuscitée à l'hiver. Les fleurs de prunier, symbole de la résistance chinoise à l'oppression, viennent d'éclore. Et malgré l'agitation des rues, les yeux fixés sur la nature naissante, Yuming ne pense qu'à l'être qui s'abrite en elle depuis 8 mois et qui bientôt sera là. Soudain, le paysage s'assombrit. Des fleurs de prunier disparaissent derrière un véhicule qui arrache Yuming à ses pensées. Elle veut s'enfuir, mais déjà 10 hommes sont entrés et se tiennent devant elle. Car si cet enfant n'est pour elle qu'objet d'émerveillement, il représente aux yeux des autorités, pour quiconque a déjà un fils, un interdit, un affront au parti. Yuming le sait, elle a grandi avec cette politique. Mais comme tant d'autres femmes, son désir d'enfant ne peut être réprimé ou opprimé. Elle sait qu'elle sera hors la loi en donnant naissance à un second enfant.
Mais elle ne peut payer la somme imposée par les autorités pour s'entourer de l'égalité. Payer? Acheter son propre enfant? Elle l'aurait évidemment fait si elle en avait eu les moyens. Mais 6 fois son salaire annuel, comment aurait-elle pu? Encerclée, elle se souvient avoir croisé les regards terrifiés de 4 jeunes filles, enceintes elles aussi, qui, à l'extérieur, l'attendent à l'arrière du fourgon. Elle tente alors de toutes ses forces de se frayer un passage entre ces hommes qui forment un mur autour d'elle. Mais en vain. Frappée, attachée, elle sera bientôt la 5e femme du fourgon. Ses souvenirs deviennent soudainement flous, passagers, comme si les raconter devenait insupportable. Elle se souvient de la clinique. Elle se souvient avoir été déshabillée, battue. Et elle se souvient de cette seringue, froide, glaciale, s'approcher d'elle, de son ventre, de son enfant. Et puis, plus rien. À son réveil, elle est vide, vide dans son corps. Et c'est le vide autour d'elle. Le cas de Yuming n'est ni isolé, ni passé. Chaque année, en Chine, des millions de femmes sont ignorées, amputées, mutilées. Pourtant, la loi chinoise interdit ces atrocités. Mais la même loi interdit d'avoir un 2e enfant. Ceux qui ont néanmoins un enfant doivent payer le hukou, le prix du second enfant. À défaut, la loi chinoise ne reconnaîtra pas cet enfant qui rejoindra ce que l'on appelle honteusement République populaire de Chine, la population noire, ces femmes et ces hommes qui, parce qu'ils font partie d'une fratrie, n'ont aucune existence légale, aucun accès aux soins, aucun accès à une scolarité, aucun accès à un travail. Mais en aucun cas, la loi n'autorise les avortements forcés et les stérilisations massives. La loi n'autorise l'interruption de grossesse que si elle est volontaire. La loi n'a pas grand poids face au parti. Niées par les autorités, ces pratiques, pourtant qualifiées de crimes en Chine, ne sont pas sanctionnées. Les autorités de police, les mains du parti, refusent de recevoir ces couples pourtant victimes des pires dérives de la part des autorités. L'autorité judiciaire, la bouche du parti, nie leur statut de victime. Et les médias, astreints aux directives de la propagande, craignent de se faire la voix de ces opprimés. Pourtant, dans l'ombre, la colère gronde. Chaque jour, des femmes et des hommes se battent, parfois au péril de leur vie, pour que ces pratiques cessent. Je pense par exemple au dissident Cheng Guancheng, assigné à résidence pendant près de 2 années dans des conditions tyranniques dans l'est du pays, pour son combat contre les avortements forcés et les stérilisations massives, qui s'est récemment évadé. Et puis je pense à cette photographie, diffusée en juin dernier sur un réseau social. Cette image que je ne parviens pas à enlever de ma mémoire. L'image de cette jeune femme, Feng Jiamen, qui après 7 mois de grossesse, épuisée, allongée sur les draps blancs d'un lit d'hôpital, entoure de son bras, le corps inanimé, encore en sang de son enfant, le corps mort de sa petite fille. La vérité nue, jetée à la face du monde, qui provoquera en quelques heures seulement l'indignation de millions d'internautes. Une insulte à l'humanité, qui ne sera pourtant jamais sanctionnée par quelque autorité judiciaire. Une offense pour l'être, qui sera asphyxiée en concédant à cette jeune mère une indemnisation monétaire. De l'argent, précisément ce qui lui manquait pour sauver son enfant. Ces combats
nous rappelle que le peuple chinois n'est pas résigné, mais désarmé. Cette plaidoirie n'est pas une apologie du droit à la vie ou à la maternité. Non, cette plaidoirie est un cri pour tous ces cris étouffés, bâillonnés à des milliers de kilomètres de notre pays. Le Parlement européen a certes fermement condamné ces pratiques en adoptant une résolution le 5 juillet dernier, mais celle-ci n'est que l'expression d'une position de principe sur un sujet alors médiatique. Et il serait inconscient de jeter un voile, d'ignorer le fait que les actes commis par les autorités chinoises et dénoncés par son peuple violent les conventions qu'elle a pourtant signées, comme la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination envers les femmes, ou celle du 10 décembre 1984 sur la torture et autres peines, traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette plaidoirie est un cri pour porter jusqu'à vous la douleur de ces femmes, de ces hommes, de ces couples que les autorités déshumanisent et qui ne sont que des instruments au service de leur pays. Parce que oui, mesdames et messieurs les membres du jury, lorsqu'un pays s'octroie le droit d'anéantir la vie privée de ses citoyens, lorsqu'un pays décide, planifie, quand et comment ceux-ci pourront se marier, se reproduire, et lorsque ce pays se rend coupable des pires barbaries, pour que ces directives, ces quotas soient respectés, ce pays ne traite pas ses citoyens en hommes. Ceux-ci ne sont que des instruments au seul service du développement économique. Dans la culture traditionnelle chinoise, l'individu n'existe et ne se définit que dans un contexte de relations sociales. L'individu n'existe que sous le regard des autres et par rapport aux autres. La culture chinoise veut que l'individu se soumette à l'intérêt général, à l'intérêt de la collectivité. Toutefois, aujourd'hui, c'est la collectivité, le peuple chinois tout entier qui est soumis par le parti et pour lui seul. L'individu n'existe pas. En Chine, le prunier est cultivé depuis 3000 ans. Mais aujourd'hui, au solstice d'hiver, les habitants ne dessinent plus les contours de ces branches aux 81 pétales. Ils ne les peignent plus en attendant le printemps. Aujourd'hui, en Chine, les fruits ne tiennent plus la promesse des fleurs.